13 mars 1962. Lyman Lemnitzer, chef d'état-major des armées, présente au secrétaire à la défense Robert McNamara un projet intitulé Opération Northwoods. Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Parmi les actions envisagées, propager des rumeurs sur une radio clandestine, débarquer des Cubains anticastristes dans la base pour simuler des attaques, organiser des émeutes, faire sauter les dépôts de munitions et déclencher des incendies, saboter des avions et des navires sur la base, bombarder la base avec des obus de mortier, couler un navire devant la base et mettre en scène les funérailles de victimes imaginaires, lancer une campagne de terreur à Miami en Floride et à Washington DC. Et enfin, détruire un drone au-dessus des eaux cubaines. Les passagers seront des agents fédéraux se faisant passer pour des étudiants en vacances. Sur la base aérienne d'Eglin, on maquillera un appareil avec le numéro d'immatriculation d'un avion de ligne appartenant à un prête-nom de la CIA à Miami. On le remplira ensuite de passagers après l'avoir substitué à l'avion d'origine qui aura été équipé d'un système de téléguidage. Les deux appareils se retrouveront au sud de la Floride. Le premier atterrira à Eglin pour évacuer ses passagers et reprendre son ancienne apparence, tandis que le drone reprendra le plan de vol et émettra un signal de détresse au-dessus des eaux cubaines avant d'être détruit à distance. Le projet est rejeté par McNamara et le président John Kennedy destitue personnellement Lemnitzer de son poste de chef d'état-major des armées. 1er décembre 1984. Un Boeing 720 téléguidé parti de la base aérienne d'Edwards s'écrase au sol dans le cadre d'une étude de la NASA sur le kérosène. Avant sa destruction, l'appareil a volé 16 heures et 22 minutes. Il a accompli 10 décollages, 69 approches et 13 atterrissages. Août 1997. En couverture d'un dossier de la FEMA sur le terrorisme, on voit le World Trade Center dans une lunette de visée. 28 février 1998. Le Global Hawk, aéronef sans pilote de Raytheon, fait son premier vol au-dessus de la base d'Edwards en Californie, à une altitude de 32 000 pieds, l'altitude de croisière d'un avion de ligne commerciale. 1999. Le NORAD organise des exercices au cours desquels des avions de ligne détournés percutent le World Trade Center et le Pentagone. Juin 2000. Le ministère de la Justice publie un manuel antiterroriste avec le World Trade Center en visée. Septembre 2000. Le Project for a New American Century, un groupe de réflexion néoconservateur comprenant Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush et Paul Wolfowitz, publie son rapport intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique ». Il y est déclaré que le processus de transformation, même s'il amène des changements révolutionnaires, prendra sans doute du temps, à moins d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. 24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés Mascal, simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment. Charles Burlingham, ancien pilote de F-4 à la Navy, participe à l'exercice avant de quitter l'armée pour aller travailler chez American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'écrase soi-disant contre le Pentagone. Avril 2001. Le NORAD propose un exercice simulant le crash volontaire d'un avion contre le Pentagone. Il est jugé trop irréaliste. Juin 2001. Le ministère de la Défense donne de nouvelles instructions pour l'intervention militaire en cas de détournement d'avion. Toute réponse non immédiate doit être autorisée directement par le secrétaire à la Défense. Le ministre de la Justice, John Ashcroft, cesse de prendre des avions de ligne à la suite d'une réévaluation des menaces par le FBI. 4 juillet 2001. Oussama Ben Laden, recherché par les États-Unis depuis 1998, est soigné à l'hôpital américain de Dubaï, où il reçoit la visite du chef d'antenne locale de la CIA. 24 juillet 2001. Larry Silverstein, déjà propriétaire de la Tour 7, signe un bail de 99 ans contre 3,2 milliards de dollars pour l'ensemble du World Trade Center, 6 semaines avant le 11 septembre. Le bail comprend une police d'assurance de 3,5 milliards de dollars, couvrant spécifiquement les risques terroristes. 6 septembre 2001. 3150 options de vente sont souscrites sur United Airlines. Souscrire une option de vente, c'est parier sur une baisse de l'action. Et ce jour-là, le volume des options de vente est 4 fois supérieur à la moyenne. Les chiens de recherche d'explosifs sont retirés du World Trade Center et les équipes de sécurité mettent fin à 2 semaines de surveillance intensive. 7 septembre 2001.
27 294 options de vente sont souscrites sur Boeing, soit plus de 5 fois le volume quotidien moyen. 10 septembre 2001. 4 516 options de vente sont souscrites sur American Airlines, soit près de 11 fois le volume quotidien moyen. D'après Newsweek, un certain nombre de hauts gradés du Pentagone annulent leur plan de vol pour le lendemain. Le maire de San Francisco, Willie Brown, est averti. Il ne doit pas prendre l'avion le lendemain matin. Pacifica Radio révélera que l'appel émanait directement de la conseillère pour la sécurité nationale, Condoleezza Rice. Et dans un hôpital militaire du Pakistan, les urologues sont remplacés par une équipe spéciale chargée d'accueillir un invité de marque, Oussama Ben Laden, lequel est escorté à l'intérieur pour être soigné et surveillé de près. « 11 septembre 2001. Le Bureau national de reconnaissance situé à Chantilly, en Virginie, a prévu un exercice simulant le crash d'un petit jet privé sur le bâtiment. Le NORAD a plusieurs exercices militaires en cours. Le premier, Vigilant Guardian, est décrit comme un exercice créant une crise imaginaire aux avant-postes de la défense aérienne nord-américaine à travers le pays. Le deuxième, Northern Vigilance, consiste à envoyer des avions de chasse au Canada et en Alaska pour y combattre une flotte russe imaginaire. 3 F-16 de la garde nationale de Washington DC stationnés à la base aérienne d'Andrews à 24 km du Pentagone sont envoyés à 330 km pour une mission d'entraînement en Caroline du Nord. Il ne reste que 14 avions de chasse pour protéger l'ensemble du territoire américain. Ici, le contrôle aérien de Boston. On a un problème. Un avion détourné se dirige actuellement vers New York. Il faudrait qu'on nous envoie des F-16 pour nous venir en aide. C'est vrai ou c'est un exercice? Non, ce n'est pas un exercice. Pour commencer, j'aimerais vous demander comment vous évaluez la façon dont les médias américains ont couvert les événements de septembre dernier. Laissez-moi voir. Honteux est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ces images effrayantes sont filmées en direct du World Trade Center. La nouvelle n'a pas été confirmée, mais il semblerait qu'un avion s'est écrasé contre une des tours du World Trade Center. Dans l'ensemble, les journalistes américains ont été intimidés par cette débauche de drapeaux, cette orgie patriotique. Si vous critiquez le président, vous n'êtes pas un patriote, ce qui veut dire que vous êtes peut-être un terroriste. À votre avis, il n'y a donc pas assez de place pour les voix dissidentes? Ce n'est pas la place qui manque, ce sont les gens prêts à prendre le risque. Je ne sais pas s'il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'un avion. En fait, certains ont dit qu'ils pensaient avoir vu un missile. Il y avait un logo bleu et circulaire à l'avant. Ça ne ressemblait pas à un avion de ligne. Je n'ai pas vu de hublot. Marc, si c'est bien le cas, c'était peut-être des avions cargo. Vous n'avez pas vu de hublot? Je n'ai vu aucun hublot. Ce n'était pas un avion normal comme on en voit dans les aéroports. Il y avait un logo bleu à l'avant. D'après moi, il n'avait absolument rien à faire dans cette zone. C'est la mentalité du troupeau, comme chez les lemmings. Si vous allez à contresens, vous êtes anti-américain et donc suspect. On ne peut pas approcher plus de la base du World Trade Center. Comme vous le voyez, il y a les pompiers, la police, le FBI. Dans les deux tours, de gigantesques déflagrations projettent une pluie de débris. Il faut partir. Quand une telle chose se produit, on se demande à qui ça profite. Qui avait la possibilité et qui avait un motif? Ce sont les questions de base. Je ne prétends pas connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. J'essaye juste de savoir qui avait un motif, qui avait la possibilité, qui avait le matériel et qui avait la volonté.
9h38, Arlington, Virginie. Annie Hanjour exécute soi-disant un virage à 330 degrés à 850 km/h. Descendant de 7000 pieds en 2 minutes 30, il précipite le vol American Airlines 77 sur le rez-de-chaussée du Pentagone. Il fait son approche finale au-dessus de l'Interstate 395. Arrachant au passage les lampadaires et rebondissant sur la pelouse avant l'impact. Première question. Qui est Annie Hanjour? Un mois plus tôt, il s'est présenté à l'aéroclub de Freeway dans le Maryland pour y louer un petit avion. Mais lors de 3 vols de qualification dans la 2e semaine d'août, il a eu des difficultés à contrôler et à poser un Cessna 172 monomoteur. Je m'appelle Marcel Bernard. Je suis instructeur de vol à Freeway. Ce qui s'est passé, c'est qu'Annie Hanjour est venu à l'aéroclub pour faire un vol de qualification. Il avait déjà sa licence. Il ne venait pas pour prendre des cours de pilotage. Il avait donc déjà sa licence. Oui, il avait obtenu sa licence privée et commerciale dans une école en Arizona. Je ne me souviens plus de son nom. Mais il avait déjà sa licence en main. Il arrive parfois que des pilotes viennent non pas pour prendre des cours de pilotage, mais juste pour louer un de nos appareils. Comme Annie Hanjour. Exactement. Il voulait faire un vol de qualification pour louer un de nos appareils. Les assurances imposent un vol test avec un de nos instructeurs afin de vérifier si la personne peut piloter. Et c'est ce qu'on a fait. Il nous a fait l'impression d'un type très silencieux et d'un pilote moyen, voire très moyen. Il parlait mal l'anglais. C'est la meilleure description que je puisse vous donner de lui. À l'époque, il nous est apparu comme quelqu'un de tout à fait banal. Et pourtant, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Dulles qui suivaient le vol 77 ont tous pensé qu'il s'agissait d'un appareil militaire. Deuxième point, les lampadaires. Le 22 novembre 2004, un jet privé venant chercher George Bush père heurte un lampadaire et s'écrase 1 minute avant d'atterrir à l'aéroport de Hobby à Houston. L'impact a arraché l'aile et dispersé des débris sur une centaine de mètres. Et pourtant, le vol 77 a réussi à déraciner 5 lampadaires sans endommager les ailes de l'avion ni les lampadaires eux-mêmes qui semblent avoir tout simplement jailli hors du sol. Troisième point, il suffit de regarder les photos pour voir que ce qui a percuté le Pentagone ce jour-là n'a pas rebondi sur la pelouse. Si le vol 77 s'était craché au sol et avait dérapé jusqu'au bâtiment, ça aurait donné ça. Au lieu de quoi, ça ressemble à ça. La pelouse est indemne. Quatrième point, pourquoi n'y a-t-il absolument aucune trace du vol 77 ? On pourrait le croire, mais j'ai examiné les lieux de près et il n'y a rien qui indique qu'un avion se soit écrasé près du Pentagone. Tout ce qu'il y a, c'est le bâtiment lui-même. Et comme je l'ai dit, les seuls débris visibles sont assez petits pour tenir dans la main. Il n'y a aucun gros débris de la queue de l'appareil, des ailes, du fuselage. Rien qui puisse signaler qu'un avion entier s'est encastré dans le Pentagone. Explication officielle, la chaleur intense du carburant a littéralement pulvérisé l'avion. Tiens donc, sur ces images, il n'y a pourtant pas la moindre trace d'un Boeing 757. Mais si le feu était assez fort pour désintégrer un jumbo jet, comment les enquêteurs ont-ils pu identifier 184 des 189 corps trouvés au Pentagone? La mission a été confiée à l'AFDIL, le laboratoire d'identification par l'ADN de l'armée, qui a également procédé à l'identification des victimes de Shanksville. Gardez ça en tête pour tout à l'heure. Comment est fait un Boeing 757? J'ai appelé Boeing pour leur demander. Mais le Standard m'a informé que Boeing ne donne aucune information relative à la construction de ces appareils, à cause des attaques du 11 septembre.
Ce que je sais, c'est qu'un 757 a 2 réacteurs Pratt & Whitney fabriqués dans un alliage acier-titane, mesurant 2,70 m de diamètre et 3,60 m de long, et pesant 2 tonnes chacun. Le point de fusion du titane est de 1688 degrés Celsius. Le carburant utilisé par les avions est le kérosène, un hydrocarbure qui peut garder une température constante de 1120 degrés Celsius après 40 minutes, à condition qu'il ne se consume pas. Or, le kérosène s'est certainement évaporé tout de suite après l'impact. C'est pourquoi il est scientifiquement impossible qu'il ait pulvérisé 12 tonnes d'acier et de titane. Il aurait donc dû y avoir 2 réacteurs presque complets au Pentagone. Au lieu de quoi, on a juste retrouvé un turboréacteur d'environ 90 cm de diamètre à l'intérieur du bâtiment. Après la publication de cette photo par l'American Free Press, des lecteurs ont écrit pour suggérer que cette turbine provenait du groupe électrogène auxiliaire, l'APU, installé dans la queue du 757. Chris Bolin a contacté Honeywell, le constructeur des APU équipant les 757, à Phoenix en Arizona. S'exprimant sous couvert d'anonymat, un expert lui a assuré qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une turbine d'APU. Bolin a alors appelé Pratt & Whitney et Rolls-Royce, les 2 fabricants des réacteurs des 757. Chez Pratt & Whitney, on l'a renvoyé vers Rolls-Royce, dont le porte-parole, M. John Brown, a déclaré « Cette pièce ne provient d'aucun réacteur Rolls-Royce que je connaisse ». D'après Karl Schwartz, PDG de Patmos Nanotechnologies, LLC et iNet Security System, il s'agit d'un turboréacteur JT8D provenant d'un A3 Skywarrior de l'US Air Force. La pièce apparaissant sur la photo de la FEMA est la partie avant de l'arbre. Les réacteurs d'avion ont un arbre central qui doit être équilibré et équipé d'un joint à l'avant et à l'arrière. Cette photo montre le joint avant et le moyeu sans ses aubes. Ces aubes se détachent facilement lors d'une collision comme celle du Pentagone. L'US Air Force n'a que quelques A3 encore en service et ils sont tous à Van Nuys en Californie, chez Hugh Aircraft, société désormais plus connue sous le nom de Raytheon. Si cette pièce ne venait pas d'un 757, alors d'où venait-elle? Et où sont les moteurs du vol 77? Le deuxième débris identifiable a été présenté comme un morceau de fuselage. Pour les sceptiques, c'est la preuve que le vol 77 a bien percuté le Pentagone. Mais cette pièce peut venir de n'importe quel appareil d'American Airlines. Et pourquoi n'est-elle pas brûlée ni rayée si elle a survécu à un impact à 850 km/h et à une boule de feu? Le troisième débris était un diffuseur, mais observons d'un peu plus près le diffuseur qui équipe un 757. Vous voyez les biseaux triangulaires autour des ouvertures, ils n'apparaissent pas sur la pièce qu'on a retrouvée au Pentagone. Les autres débris étaient assez légers pour être emportés manuellement, et des employés du Pentagone ont été vus transportant une grande boîte enveloppée dans une toile goudronnée bleue. Pourquoi tant de mystère? Si le vol 77 a été pulvérisé à l'impact, c'est une première dans l'histoire de l'aviation. Un exemple. Le 15 août 2005, le vol Helios Airways 522, un Boeing 737 à destination d'Athènes, s'écrase contre une colline à pleine vitesse. 121 passagers, aucun survivant. Flammes. Débris de queue. Débris d'aile. Moteur. Cockpit. Corps. Vous voyez ce que je veux dire? 5e point. Pourquoi les dégâts du Pentagone sont-ils incompatibles avec l'impact d'un Boeing 757? Ces photos ont été prises avant que le toit de l'anneau extérieur ne s'effondre. Le seul dégât visible sur la façade, un trou qui ne fait même pas 5 mètres de diamètre. Un Boeing 757 fait 47 mètres de long, 13 mètres de haut. Il a une envergure de 38 mètres et pèse près de 100 tonnes. Et nous devrions croire qu'il a disparu dans ce trou sans laisser le moindre débris à l'extérieur? Comment peut-il n'y avoir aucune trace là où les ailes, le stabilisateur vertical et les moteurs ont embouti le bâtiment? Vous vous rappelez la taille des moteurs? Si 6 tonnes d'acier et de titane avaient percuté le Pentagone à 850 km/h, elles se seraient encastrées à l'intérieur en laissant 2 empreintes très distinctes.
Or, le seul dégât visible sur la façade du Pentagone est ce trou. Il n'y a aucun dégât à la hauteur des moteurs. Pourquoi les fenêtres situées à côté du trou sont-elles intactes? Pourquoi les rouleaux de câbles devant le trou sont-ils en parfait état? À l'intérieur du Pentagone, on a découvert un autre trou d'environ 5 mètres de diamètre de l'autre côté de l'anneau C à 3 anneaux de l'impact. Pour faire ce trou, le Boeing 757 du vol 77 aurait dû traverser près de 3 mètres de béton armé. Le nez d'un avion commercial est en fibre de carbone. Voici ce qui lui arrive généralement en cas de crash aérien. Si ce trou a été fait par le nez du Boeing, où sont les autres débris de l'avion? Alors qu'est-ce qui aurait pu faire un trou de 5 mètres de diamètre dans l'anneau extérieur du Pentagone? Traverser 3 mètres de béton armé et percer un autre trou de 5 mètres. Un missile de croisière. Voilà à quoi ressemblait la maison de Slobodan Milosevic à Belgrade après avoir été touchée par un missile Tomahawk. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? 6e point, les témoins. Certains ont vu un gigantesque avion de ligne de 100 tonnes. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu approcher cet avion, un avion commercial d'American Airlines. D'autres, un petit avion privé de 8 à 20 places. Ça ressemblait à un jet privé d'environ 20 places. Il n'y avait pas de logo. Et d'autres encore, un hélicoptère de l'armée américaine. Il dit qu'il a vu un hélicoptère tourner autour du bâtiment qui ressemblait à un hélicoptère de l'armée américaine et qui a disparu derrière le Pentagone, là où se trouve l'héliport. Il a ensuite vu une boule de feu monter dans le ciel. Qui faut-il croire? Écoutez plutôt ça. April Gallop travaillait dans l'aile ouest du Pentagone ce jour-là. Jim Mars rapporte son témoignage dans son livre Inside Job. Pendant qu'elle était à l'hôpital, des hommes en costume lui ont rendu plusieurs visites. Ils n'ont jamais dit qui ils étaient, ni pour quelle agence ils travaillaient. Ils ne lui ont pas dit quoi dire. Ils lui ont juste donné des conseils. Par exemple, d'empocher les indemnités et de la fermer. Ils ont aussi répété à maintes reprises qu'un avion s'était écrasé sur le bâtiment. Mais j'étais là, et je n'ai jamais vu d'avion ni même de débris d'avion. C'était un véritable lavage de cerveau. Mais si ce n'était pas un Boeing 757, qu'est-ce qui s'est écrasé sur le Pentagone? Des témoins parlent d'explosion. Ça m'a cloué à ma chaise, il y a eu une énorme explosion. J'ai senti l'onde de choc, ce n'était pas un grondement, c'était plutôt un bruit sec. Mark Upshire, lieutenant-colonel de l'Air Force. À cet instant, une formidable explosion a secoué le bâtiment. M. Murphy a été projeté à l'autre bout de la pièce tandis qu'un collègue était propulsé dans son bureau. Peter M. Murphy au 4e étage de l'anneau E, au-dessus de l'héliport. Le souffle de l'impact a été tel qu'il l'a projeté à plus de 30 mètres en arrière contre un lampadaire, provoquant des lésions internes. Sergent-chef Noël Sepulveda, à 45 mètres du point d'impact. Même l'hôtel Sheraton, à 2,5 km de là, a été ébranlé par l'explosion. Plusieurs militaires du Pentagone disent avoir reconnu l'odeur particulière de la cordite. Avant même de sortir, j'ai senti la cordite. Je savais que des explosifs avaient détonné quelque part. Don Percal. Elle a dit qu'elle avait vu un énorme nuage de fumée noire qui sentait la cordite ou la poudre. Gila Goldschmidt, The Guardian. La cordite et le kérosène ont une odeur très différente. La cordite est un mélange utilisé en artillerie et qui se compose de nitroguanidine, de nitrocellulose et de nitroglycérine. Elle brûle à basse température, produit peu de fumée et aucun flash, mais une forte onde de détonation. Des témoins ont décrit un flash argenté, or la combustion du kérosène, comme on l'a vu avec les Twin Towers, est jaune vif au mieux. Regardez ça. Une énorme boule de feu et de fumée, pas de flash argenté ni d'onde de choc. Tandis qu'au Pentagone, on a un bref flash argenté qui ébranle les bâtiments voisins. Ce mystère est peut-être lié aux 2 avions repérés sur les lieux après le crash. Le premier a été désigné à l'unanimité comme un C-130. Un quadrimoteur à hélice qui ressemblait à un C-130 est descendu en piqué vers le Pentagone. Scott Cook. Alors l'avion qui ressemblait à un avion cargo C-130 a commencé à s'éloigner du Pentagone. John O'Keefe. Le seul grand appareil que j'ai vu était un C-130 gris qui semblait être un avion de combat électronique de la Navy. Anonyme, annexe de la Navy à Arlington. Le deuxième était un appareil entièrement blanc qui survolait Washington, D.C. Je me trouve dans le parc Lafayette à environ 180 mètres en face de la Maison Blanche. Il y a une dizaine de minutes, on a vu un avion blanc tourner dans le ciel.
Or, on voit peu d'avions au-dessus de la Maison-Blanche, car c'est un espace aérien protégé. Aucune raison donc de penser que celui-là était dangereux, et pourtant, les membres du service secret l'ont longuement montré du doigt. Il semble maintenant avoir disparu. À 9h25, Jane Garvey, de la direction de l'aviation civile, la FAA, ferme l'espace aérien et ordonne à tous les vols nationaux de regagner le sol. Cette mesure, prise pour la première fois depuis 1903, s'applique à presque tous les appareils civils et militaires. Pourtant, certains vols militaires ont été autorisés, mais la FAA refuse de s'expliquer. Que faisaient ces deux avions en l'air quand tous les autres vols avaient été suspendus? Enfin, pourquoi tant de gens ont-ils signalé une seconde explosion au Pentagone? Je ne peux pas vous dire, j'étais ici devant le Capitole, qui a d'ailleurs été évacué, quand on a entendu du côté de la Cour suprême un bruit sourd et étouffé, comme une petite explosion. Il y a des rumeurs non confirmées d'une seconde explosion au Pentagone. Ce n'est pas confirmé, mais le service secret... D'où venait cette boule de feu? 7e point. Les caméras de surveillance d'une station-service, de l'hôtel Sheraton et de la direction des transports de Virginie ont filmé toute la scène. Mais dans les minutes qui ont suivi, le FBI a confisqué les cassettes en enjoignant les employés de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu. Pour prouver une bonne fois pour toutes que le vol 77 s'est bien écrasé sur le Pentagone, les autorités n'ont qu'à montrer le contenu de ces bandes. Au lieu de quoi, elles n'ont divulgué que 5 images filmées par une caméra en face de l'héliport et sur lesquelles il n'y a aucun 757. Enfin, comment se fait-il que des photos satellites prises 4 jours avant le 11 septembre montrent une trace blanche sur la pelouse dont la trajectoire est similaire à celle du projectile lancé sur le Pentagone? Est-ce vraiment une coïncidence si la seule section touchée avait été renforcée peu de temps auparavant pour résister à ce type d'attaque? Et si Donald Rumsfeld était en sécurité dans son bureau à l'autre bout du bâtiment? S'il n'a rien à cacher, pourquoi le gouvernement a-t-il peur de répondre aux questions ou de montrer des vidéos? « 9h59, New York. La tour sud du World Trade Center s'effondre en une dizaine de secondes. « 29 minutes plus tard, la tour nord suit le même chemin et disparaît en 10 secondes. À 17h20, le WTC-7, un immeuble de bureaux de 47 étages, situé à une centaine de mètres des Twin Towers, tombe à son tour. Il abritait entre autres la CIA, le ministère de la Défense, l'IRS, le service secret et le bunker sécurisé de Rudolph Giuliani. La SEC, équivalent de la COB française, y stockait entre 3 et 4 000 dossiers d'enquête concernant Wall Street. Alors que tous les bâtiments voisins sont intacts, le WT-7 s'effondre bien proprement en 6 secondes. Explication officielle: la pluie de débris des Twin Towers a allumé un incendie dans l'immeuble et le feu a gagné les réserves de fuel. Si c'est vrai, c'est le 3e building de l'histoire à s'effondrer à cause d'un incendie. Les 2 premiers sont les Twin Towers. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 perdu dans le brouillard s'écrase contre le 79e étage de l'Empire State Building. 14 victimes et $1 million de dégâts. Mais le gratte-ciel est toujours là. Le 14 février 1975, 3 incendies se déclarent entre le 9e et le 14e étage de la tour nord. D'après le New York Times, le sinistre a été suivi d'un examen approfondi et il a été décidé d'installer des gicleurs. Le 4 mai 1988, à Los Angeles, un gratte-ciel de 62 étages brûle pendant 3 heures et sur 4 étages, mais il ne s'effondre pas.
Le 23 février 1991, à Philadelphie, un bâtiment de 38 étages construit en 1973 brûle pendant plus de 19 heures sur 8 étages. Mais il ne s'effondre pas. Le 17 octobre 2004, au Venezuela, une tour de 56 étages construite en 1976 brûle pendant plus de 17 heures sur 26 étages. L'incendie va jusqu'au toit, mais là non plus, elle ne s'effondre pas. Le 12 février 2005, à Madrid, la tour Windsor, un gratte-ciel de 32 étages avec une structure en béton armé, brûle pendant près de 24 heures. L'incendie anéantit entièrement les 10 derniers étages, mais malgré la destruction des étages supérieurs, le bâtiment lui-même ne s'effondre pas. Et pourtant, le 11 septembre 2001, 2 gratte-ciel de 110 étages construits en 1973 brûlent pendant respectivement 56 et 103 minutes sur 4 étages avant de s'effondrer entièrement. D'aucuns diront que c'est sans doute dû à la structure du World Trade Center. Voyons ce qu'il en est. Les Twin Towers étaient faites de 200 000 tonnes d'acier, 325 000 mètres cubes de béton, 103 ascenseurs, 43 600 fenêtres, 60 000 tonnes de système de climatisation et une antenne télé de 110 mètres. Le noyau central de chaque tour mesurait 26 mètres sur 40 et comprenait 47 colonnes de 91 cm sur 40. La tour nord avait été achevée en 1970 et la tour sud en 1973. Culminant respectivement à 417 et 415 mètres de haut, elles sont restées les plus grands bâtiments du monde jusqu'à la réalisation de la tour Sears en 1974. Et dire que le gouvernement voudrait nous faire croire que ces structures massives ont été détruites par 38 000 litres de kérosène, alors que les témoignages, les vidéos et le simple bon sens démentissent cette théorie. Le deuxième avion heurte la tour sud entre le 78e et le 82e étage à 9h03. Il ne percute que l'angle sud-est. Une grosse partie du kérosène explose à l'extérieur en une gigantesque boule de feu. Et pourtant, la tour sud s'écroule en premier, alors même que la tour nord a été attaquée 18 minutes plus tôt. La loi de Galilée sur la chute des corps calcule le temps que met un objet à parcourir une certaine distance en chute libre. La distance est égale à 16,08 fois le temps en secondes au carré. La tour sud faisait 415 mètres de haut, 415 est égal à 16,08 multiplié par 84,70, soit 9,2 secondes. Les Twin Towers sont tombés pratiquement en chute libre. 200 000 tonnes d'acier brisées en morceaux de quelques dizaines de centimètres de long. 325 000 mètres cubes de béton pulvérisés dans l'air. Des milliers de vies anéanties instantanément. Alors pourquoi le World Trade Center s'est-il effondré? Posons la question aux experts. Van Romero, vice-président de la recherche à l'Institut des mines et de technologie du Nouveau-Mexique. En me basant sur les images, je dirais que quand les avions ont touché le World Trade Center, des explosifs placés à l'intérieur des tours ont provoqué leur effondrement. Celui-ci était trop méthodique pour être le résultat fortuit du crash des avions. 10 jours plus tard, c'est certainement l'incendie qui a détruit les bâtiments. Pourquoi Romero a-t-il soudain changé d'avis? Hyman Brown, enseignant et ingénieur de projet sur le chantier du World Trade Center. C'était conçu pour résister pratiquement à n'importe quoi, y compris un ouragan, un vent violent, une bombe et un crash aérien. Même si les bâtiments étaient conçus pour résister à une tempête de 150 ans et à l'impact d'un Boeing 707, le kérosène brûlant à 1100 degrés Celsius a affaibli l'acier. Kevin Ryan, employé chez Underwriters Laboratories, la compagnie qui a certifié l'acier du World Trade Center, dans une lettre à Frank Gale de l'Institut américain de normalisation et de technologie. Nous savons que les composants en acier ont été certifiés par l'ASTM E119. Les courbes température temps de cette norme requièrent que les échantillons soient exposés à des températures proches de 1100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Et nous sommes d'accord sur le fait que l'acier utilisé remplissait ces critères.
Par ailleurs, il me paraît établi que l'acier, même non traité, ne fond pas avant d'avoir atteint une température d'incandescence de presque 1650 degrés. Je ne comprends pas pourquoi M. Brown suggère que 1100 degrés ont pu faire fondre l'acier de haute qualité utilisé dans ces bâtiments. Cette histoire ne tient pas debout. Si l'acier des tours s'est tordu ou qu'il a fondu, je suis sûr que nous conviendrons tous que ce n'était pas à cause du kérosène, surtout compte tenu de la brièveté de l'incendie. Ces constatations contredisent directement celles des soi-disant experts, affirmant qu'après avoir atteint 1100 degrés, la chaleur a provoqué l'effondrement des tours. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, Kevin Ryan a été renvoyé. Les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais alors pourquoi les Twin Towers et la Tour 7 se sont-elles effondrées? À 10 heures ce matin, elle s'est littéralement effondrée sur elle-même. La deuxième tour percutée par un avion vient de s'effondrer. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On dirait presque une de ces implosions programmées. C'est comme si une équipe de démolition, comme avec ces vieux bâtiments qu'on démolit et qui disparaissent en un instant. Tous ceux qui ont déjà assisté à la démolition d'un immeuble savent que pour faire ça, il faut s'attaquer à la structure centrale du bâtiment. On a entendu une autre explosion, et je pense que c'était celle qui venait du niveau inférieur, puisqu'il y en a eu deux. À 18 minutes d'écart? Non, il y a eu une première explosion, puis une deuxième dans le même bâtiment. Il y a eu deux explosions. Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. Pat Dawson est tout près de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Pat? Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York, Albert Turi. On vient de lui annoncer qu'il y avait peut-être un engin explosif secondaire, une bombe. Il a essayé d'évacuer ses hommes le plus rapidement possible, mais il dit qu'il y a eu une autre explosion. Environ 1 heure après que le premier avion s'est crashé, il y aurait eu une autre explosion dans l'une des tours. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. Il suppose que les explosifs secondaires avaient sans doute été placés à l'intérieur du bâtiment. La première, puis la deuxième. Et il y aurait eu des explosions secondaires. Il y a eu une grosse explosion. Tout d'un coup, l'ascenseur a explosé. Il y avait de la fumée et j'ai traîné un type qui n'avait plus de peau dehors et je l'ai amené jusqu'à l'ambulance. On descendait les escaliers et au 8e étage, une grosse explosion nous a projetés dans le couloir. On venait de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel de métro? Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On vient tout juste d'assister à une sorte d'explosion secondaire dans la tour 2 du World Trade Center. Secondaire. Il semblerait qu'il y ait eu une explosion secondaire dans la tour 2. Il y a eu une autre grosse explosion et le bâtiment lui-même s'est littéralement effondré dans un nuage de fumée et de débris. Je suis à 5 rues du World Trade Center. J'étais là et tout à coup, il y a eu une sorte d'effondrement ou d'explosion. C'était une explosion ou un bâtiment qui s'est effondré? D'après moi, ça ressemblait plutôt à une explosion. J'essayais de secourir les gens et on a entendu une grosse explosion. Tout est devenu noir. Des trucs se sont mis à pleuvoir, du verre. Les débris qui tombaient ont blessé des gens. Il y a eu une grosse explosion et tout est devenu très très sombre, comme de la fumée. Comme vous le voyez, le FBI est là. Ils ont établi un périmètre de sécurité. Ils prenaient des photos et fermaient la zone quand il y a eu cette énorme explosion qu'on a tous entendue et sentie. On nous ordonne d'évacuer la zone. La deuxième tour va s'effondrer. La deuxième tour? Elle va s'effondrer. À 10h30, j'ai essayé de quitter le bâtiment. Mais dès que je suis sortie, j'ai entendu une seconde explosion. Et j'ai vu un nouveau nuage de fumée et de poussière. Je suis retournée en courant à l'intérieur. Le lustre tremblait et une fumée noire saturait à nouveau l'air. Au bout de 5 minutes, on était recouverts de suie et de poussière. Un pompier est entré et nous a dit de partir, que s'il y avait une troisième explosion, le bâtiment ne tiendrait pas le coup. Il n'y avait plus qu'une seule tour debout, la tour 1. Il y a eu une sorte d'explosion. On a vu une fumée épaisse sortir du sommet de la tour et puis elle s'est complètement effondrée. David Lee, on vous écoute. John, il y a quelques secondes, il y a eu une énorme explosion. Il semble que la deuxième tour du World Trade Center se soit effondrée.
Un témoin qui était au milieu de la foule sur Church Street, à 2 pâtés de maison de la tour sud, a vu une série de petits éclairs lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment sous le 10e et le 15e étage. Il en a vu environ 6, accompagnés d'un craquement, avant que la tour ne s'effondre. Ginny Carr assistait à une réunion professionnelle au 36e étage du One Liberty Plaza, en face du World Trade Center. Il a enregistré toute la première attaque. On entend une deuxième explosion 9 secondes après l'impact. C'était quoi ça? On aurait dit un crash. Alors que s'est-il passé? Demandez donc à Willie Rodriguez. Homme de ménage au World Trade Center depuis 20 ans, Willie était au premier sous-sol quand la tour nord a été percutée. Tout d'un coup, on a entendu boum. J'ai cru qu'un générateur avait explosé au sous-sol. Je me suis dit, mince, je crois que c'est un générateur. J'allais le dire à voix haute quand j'ai entendu boum, au-dessus, assez loin. Il y avait une différence. Le premier venait d'en bas et l'autre d'en haut. Tout le monde s'est mis à crier et un type est arrivé dans le bureau en criant « Explosion, explosion !» Il avait les bras tendus et toute la peau s'était décollée, depuis les aisselles jusqu'au bout des doigts. Ça pendait de chaque côté. Ça pendait. Et puis j'ai regardé son visage et il manquait des parties de son visage. J'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Les ascenseurs, les ascenseurs !» Il y a eu plusieurs explosions et quand j'en ai parlé, on m'a répondu qu'il y avait beaucoup de cuisines dans l'immeuble et que ça venait sans doute des bonbonnes de gaz. Je leur ai dit que ce n'était pas possible car c'était un bâtiment de grand standing avec une réglementation très stricte sur ce qu'on peut utiliser dans les cuisines. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu du gaz. Beaucoup d'idées fausses circulent sur la véritable nature de ces explosions. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu d'explication sur les différentes explosions que j'ai entendues dans les étages supérieurs et jusqu'en haut. Le 11 septembre, New York a perdu 343 pompiers dans le World Trade Center. Puisque c'est eux qui étaient à l'intérieur des tours, juste avant et pendant leur effondrement, je pense qu'ils sont bien placés pour savoir ce qui s'est passé. Alors qu'en disent les pompiers? Louis Caccioli a déclaré à People Weekly « Je conduisais mes hommes en ascenseur jusqu'au 24e étage pour évacuer les employés. Lors de notre dernier voyage, une bombe a explosé. On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. » Pendant plus d'1 an, l'autorité portuaire de New York a refusé de divulguer les transmissions émises par les pompiers depuis le World Trade Center. En novembre 2002, la bande a enfin été transmise au New York Times et à d'autres organes médiatiques. Pourquoi avoir attendu si longtemps? I got an eyewitness who said there was an explosion on floor 7-8. 7-8. We just had another explosion. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. And we got another explosion on the tower, 1013. Number 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion at Tower 1K? I've got 5. Le chef Palmer avait atteint le 78e étage de la tour sud et s'apprêtait à éteindre les flammes. Échelle 15, on a 2 poches de feu isolées. On devrait pouvoir les maîtriser avec 2 lances. Transmettez ça à 78e étage. De nombreux 1045 code 1. Si le 78e étage était un gigantesque brasier, comme on a voulu nous le faire croire, Palmer n'aurait pas pu y accéder et encore moins le maîtriser. Le 12 août 2005, 15 heures de transmission supplémentaires et de transcription d'entretien avec les pompiers ont enfin été divulguées au public. Les pompiers décrivent 2 événements compatibles avec une démolition planifiée. Des flashs lumineux à l'intérieur du bâtiment et plusieurs crépitements avant l'effondrement de la tour.
Qu'en pense la science? L'effondrement des Twin Towers a été enregistré par l'Observatoire de l'Université de Columbia dans l'État de New York. Les secousses étaient de magnitude 2,1 pour la tour sud et 2,3 pour la tour nord. Won Young Kim a dit à Chris Bolin que leur sismographe enregistre les explosions souterraines d'une carrière à 32 km. La magnitude de ces déflagrations, provoquées par 36 000 kg de nitrate d'ammonium, est comprise entre 1 et 2. L'attentat à la bombe de 1993 n'est même pas apparu sur les relevés car il n'était pas relié au sol. Pendant l'effondrement, les tours et les structures voisines ont absorbé l'énergie cinétique des débris, qui se sont transformés en gravats et en poussière, et ont fait d'autres dégâts, mais pas de secousses sismiques significatives. Marc Loiseau, président de Control Demolition, a déclaré à l'American Free Press que dans les sous-sols du World Trade Center, où les 47 colonnes porteuses centrales rejoignaient le soubassement, des points chauds d'acier littéralement en fusion ont été découverts plus d'un mois après le 11 septembre. Ces zones extraordinairement chaudes se situaient en bas des gaines d'ascenseurs sous 7 sous-sols. L'acier en fusion a été trouvé au bout de 3 à 5 semaines pendant le déblaiement des gravats. On a également découvert de l'acier en fusion dans le WT7. C'est à l'angle est de la tour sud qu'on a enregistré la température la plus haute, 747 degrés Celsius. Celle de l'acier en fusion dans le sous-sol était 2 fois plus élevée. Vous croyez encore que le kérosène a détruit le World Trade Center? Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction. Ici, 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 et là. Étienne Sauret réalisait un documentaire intitulé World Trade Center, The First 24 Hours. Il a filmé les 2 effondrements. Observez attentivement. Le trépied tremble 12 secondes avant l'effondrement de la tour nord. Et quelque chose est éjecté sur le côté droit du bâtiment. Vous vous demandez peut-être comment on aurait pu mettre des bombes à l'intérieur sans que personne s'en aperçoive? Ben Fontaine, un analyste financier qui travaillait dans le World Trade Center, a parlé à People Magazine d'un nombre inhabituel d'exercices d'évacuation dans les semaines précédant le 11 septembre. Plusieurs sections des Twin Towers et du WT7 ont ainsi été évacuées pour raisons de sécurité. Daria Cord, agent de sécurité dans la tour nord, a révélé à Newsday que ses collègues et elle travaillaient 12 heures par jour pendant les 2 semaines précédant le 11 septembre. Mais le jeudi 6, les chiens de recherche d'explosifs ont brusquement été emmenés. Qui a autorisé tout ça? Le frère du président Bush, Marvin Bush, a fait partie du comité directeur de Securacom de 1993 à la fin de l'année fiscale 2000. Securacom, aujourd'hui rebaptisée Stratsec, est une société de sécurité électronique financée par Kuwait American Corporation. Elle est chargée de la sécurité de United Airlines, de l'aéroport international de Dulles et du début des années 90 jusqu'au 11 septembre du World Trade Center. Marvin a également dirigé HCC Insurance Holding, qui a assuré certaines parties du World Trade Center le 11 septembre. Aucune autre information n'a été divulguée sur le sujet. La SEC n'a toujours pas fait part de ses découvertes. Si au moins on pouvait examiner les débris du World Trade Center pour comprendre. Malheureusement, Rudolph Giuliani a commencé à les expédier à l'étranger pour y être recyclés avant que les enquêteurs puissent les analyser. La FEMA elle-même n'a pas eu accès à Ground Zero. En gros, on a interdit l'accès à une scène de crime et détruit toutes les preuves. Mais qui a eu accès au site? Control Demolition, qui était aussi intervenu après l'attentat à la bombe d'Oklahoma City en 1995. Et ce n'est pas tout. Le 15 juillet 2001, Control Demolition a détruit 2 réservoirs de fioul de 120 mètres de haut datant de la Deuxième Guerre mondiale.
Cette opération, dont on ignore ce qui l'a justifiée, a provoqué de nombreuses plaintes du voisinage. Le site est resté en l'état et aucune explication n'a été donnée pour cette démolition. Mais ce qui s'est passé au World Trade Center est très simple. La démolition des tours a été soigneusement planifiée. C'était une attaque psychologique contre le peuple américain et elle a été exécutée avec une précision militaire. « 10h06, Shanksville, Pennsylvanie. Le vol 93, parti de Newark avec 45 personnes à bord à destination de San Francisco, quitte son plan de vol à 8h56 au-dessus de Cleveland. D'après la version officielle, l'appareil se dirigeait vers la Maison Blanche, mais les passagers se sont mutinés et il s'est écrasé à Shanksville, en Pennsylvanie. De tous les événements du 11 septembre, c'est celui qui a provoqué la plus grande confusion. L'avion a été abattu, l'avion n'a pas été abattu. En fait, certains éléments suggèrent que le vol 93 était très loin de Shanksville. J'aimerais qu'on passe à Chris Kennecke. C'est un photographe de la Fox à Pittsburgh. Il était là-bas il y a quelques minutes. Chris, j'ai vu les photos, on dirait qu'il n'y a rien à part un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on voyait d'où on était, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres arrachés. On voyait des gens travailler et arpenter la zone, mais d'après ce que j'ai vu, il ne restait pas grand-chose. Pas de gros débris? Non, rien qui permette de voir qu'un avion venait de se cracher là. De la fumée, des flammes? Non, c'était calme. C'était très calme. Il n'y avait rien du tout. Pas de fumée, pas de flammes. Juste quelques personnes qui semblaient être du NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports, et qui étudiaient les débris. De quelle taille était le trou? D'après mes estimations, il devait faire entre 4 et 6 mètres de long et à peu près 3 mètres de large. Qu'avez-vous vu par terre à part de la poussière et des cendres? Rien du tout. Je n'ai vu que de la poussière, des cendres, des gens et des arbres cassés. Wally Miller, médecin légiste de Somerset County, a déclaré au Houston Chronicle « On aurait dit qu'on avait jeté des morceaux de métal du ciel. » Au Washington Post, c'était comme si on avait pris une benne de ferraille, creusé un trou de 3 mètres et tout balancé dedans. Concernant les passagers, j'ai compris que j'étais inutile au bout de 20 minutes car il n'y avait aucun corps là-bas. Et au Pittsburgh Review, je n'ai jamais vu la moindre goutte de sang. Pas une goutte. Ce jour-là, pour la seconde fois dans l'histoire de l'aviation, un avion et ses passagers se sont littéralement évaporés au moment de l'impact. On n'a retrouvé aucun survivant après le crash d'un avion nigérian. C'est ce que rapporte le représentant de la Croix-Rouge sur place. Les premières images montrent un énorme cratère avec le Boeing 737 en morceaux. L'appareil s'est écrasé peu après avoir décollé de Lagos dans un gros orage. Il se dirigeait vers Abuja, la capitale nigériane. Il y avait, semble-t-il, plusieurs personnalités nigérianes à son bord. Mais s'il ne s'est pas écrasé à Shanksville, où est passé le vol 93? Vous êtes prêts? Cleveland, à 11h43 le 11 septembre, WCPO, une chaîne de télé locale de Cincinnati, Ohio, rapporte que 2 avions ont atterri à l'aéroport Cleveland Hopkins à cause d'une menace terroriste. United Airlines identifie l'un d'eux comme le vol 93. Vous êtes perdu? Écoutez plutôt la suite. Vers 10h du matin, l'aéroport a été évacué et le bruit a couru qu'un avion détourné allait se poser. Les gens n'ont pas pu prendre leur voiture. Ils ont dû marcher ou faire du stop. Les bus ne sont pas repartis. Tout le monde a été renvoyé chez soi. D'après Associated Press et les journaux locaux, l'un des 2 avions a atterri vers 10h45. Mais Delta Airlines a confirmé que le vol Delta 1989 s'était posé à 10h10. C'est donc le vol 93 qui a atterri vers 10h45. Les autorités ont fouillé le vol 1989 pendant plus de 2 heures et interrogé les passagers individuellement. Le plane dealer rapporte que l'avion a été évacué à 12h45. Mais d'après l'Akron Beacon, un autre avion a été évacué à 11h15. Certainement le vol 93. Le maire de Houston a évoqué 200 passagers. Or, d'après une passagère du vol Delta 1989, il n'était qu'une 60aine à bord.
À 11h15, les 200 occupants du vol 93 ont donc été évacués. La passagère du vol Delta a ensuite été emmenée dans les bureaux de la FAA, mais d'autres témoins ont vu des gens partir au centre Glenn de la NASA, près de l'extrémité ouest de l'aéroport qui avait déjà été évacué. Résumons-nous. Le vol Delta 1989 se pose à 10h10. Il est évacué à 12h30, presque 2h30 plus tard, et ses 69 passagers sont emmenés dans les bureaux de la FAA. Le vol 93 atterrit à 10h45 et est évacué dans la demi-heure. Ces 200 passagers sont rapidement emmenés dans un centre vide de la NASA. Pourquoi a-t-on évacué 69 passagers en 140 minutes dans un cas et 200 en une demi-heure dans l'autre? On peut penser que les passagers du vol Delta 1989 sont en sécurité. Mais où sont les 200 passagers du vol 93? Il est intéressant de noter que le nombre total de passagers des 4 vols détournés varie entre 198 et 243 selon les sources. On ne saura peut-être jamais ce qui est arrivé au vol 93, mais on sait ce qui n'est pas arrivé. Quand on présente ces éléments aux gens, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. La première étant, si d'autres avions ont été utilisés, où sont les appareils d'origine? Malheureusement, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé. Mais si on pouvait étudier les boîtes noires des avions kamikazes, on pourrait prouver que ce n'étaient pas ceux d'origine. Un avion commercial est équipé de 2 boîtes noires qui contiennent respectivement un enregistreur phonique, ou CDR, et un enregistreur de paramètres, ou FDR. Le CDR enregistre l'ambiance sonore du poste de pilotage, tels que les bruits de moteur et les alarmes sonores, mais aussi les communications avec les contrôleurs aériens, les instructions météo et les conversations entre les pilotes et l'équipage. Le FDR enregistre un minimum de 28 paramètres différents, tels que l'heure, l'altitude, la vitesse et le cap. Certains enregistrent aussi plus de 300 autres caractéristiques de vol, depuis le pilote automatique jusqu'au détecteur de fumée. Les enregistreurs eux-mêmes sont fabriqués dans les matériaux les plus résistants et les informations sont enregistrées avec la date et l'heure sur une bande magnétique montée en boucle. Quand elle est endommagée, c'est à l'extérieur et non à l'intérieur où se trouvent les données. D'après la commission du 11 septembre, on n'a pas retrouvé les boîtes noires des vols American 11 et United 175. Pourtant, le FBI affirme avoir découvert le passeport de Satana Al-Soukami, qui aurait glissé hors de sa poche et traversé l'explosion jusqu'au trottoir de Manhattan. Ainsi donc, 4 boîtes noires faites des matériaux les plus résistants qu'on connaisse ont été détruites, tandis qu'un passeport fabriqué dans ce matériau fragile qu'on appelle papier a survécu. De qui se moque-t-on? Ted Lopatkiewicz, le porte-parole du NTSB, a dit à CBS News: « Il est très rare de ne pas retrouver les boîtes noires. Je ne me rappelle d'aucun autre cas aux États-Unis où l'on n'ait pas retrouvé les enregistreurs. » Et il avait raison. Nicolas Demassi, un pompier qui a participé aux recherches, affirme dans son livre Behind the Scene Ground Zero: « On m'a chargé de guider les agents fédéraux sur le site pour y chercher les boîtes noires des avions. En tout, il y avait 4 boîtes noires. Nous en avons trouvé 3. À vous de voir qui vous croyez. » Le directeur du FBI, Robert Mueller, a déclaré que le FDR du vol 77 avait fourni entre autres l'altitude, la vitesse et le cap, mais que le CVR ne contenait rien d'utile. De son côté, Donald Rumsfeld a affirmé que les données du CVR n'étaient pas récupérables. Il n'y a que sur le vol 93 que les enregistreurs du CVR ont été restitués. On les a fait écouter aux familles en avril 2002, mais elles ont d'abord dû s'engager par écrit à ne pas en parler. De plus, elles n'ont pu prendre aucune note. Et pour une raison inconnue, il manque les 3 dernières minutes de la bande. Le FBI n'a pas donné d'explication. Pourquoi la commission du 11 septembre dit-elle qu'on n'a pas retrouvé les boîtes noires des vols 11 et 175? Pourquoi Robert Mueller dit qu'il n'y a rien d'utile sur le CVR du vol 77? Que contiennent les 3 dernières minutes du CVR du vol 93?
Ces points essentiels doivent être éclaircis. Notons pour finir que le vol 93 a été repéré le 10 avril 2003 à l'aéroport O'Hare de Chicago par David Friedman, un employé de United Airlines qui enregistre tous ses vols. Le numéro d'immatriculation N591UA a été repéré sur le vol 1111, un 757 de United Airlines. D'après la FAA, les immatriculations N591UA et N612UA, des vols 93 et 175, restent valides. Mais les vols 11 et 77 sont enregistrés comme détruits. Sans parler du fait qu'ils ne devaient même pas voler le 11 septembre. Passons maintenant aux appels téléphoniques. Pour commencer, leur contenu est très étrange. Dans la plupart des cas, la personne qui appelle ne dit qu'une ou deux phrases avant de raccrocher et de rappeler plus tard. Betty Hong, une hôtesse de l'air, aurait téléphoné du vol 11. D'après la commission du 11 septembre, bien que la conversation ait duré 23 minutes, seules 4 minutes et demie ont été enregistrées. Quel est votre nom? Betty Hong. Je suis la numéro 3 sur le vol 11. Ok. Le cockpit ne répond pas au téléphone et quelqu'un a été poignardé en classe affaires. On ne peut pas respirer dans la classe affaires. Il doit y avoir du gaz lacrymogène. Ok, notre numéro 1 a été poignardé et le chef de cabine aussi. Personne ne sait qui a poignardé qui et on ne peut pas aller en classe affaires parce que c'est irrespirable. Notre numéro 1 est blessé et aussi la numéro 5. L'hôtesse responsable de la première classe et le chef de cabine ont été poignardés. On ne peut pas entrer dans le cockpit, la porte est bloquée. Mademoiselle Hong a-t-elle l'air de quelqu'un qui a vu 3 personnes se faire tuer dans un avion détourné? Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit derrière elle? Madeleine Sweeney, hôtesse de l'air, est censée avoir parlé à son supérieur, Michael Woodward, pendant 25 minutes. Elle décrit 4 pirates de l'air. D'après le FBI, ils étaient 5. Elle dit qu'ils sont assis aux rangées 9 et 10. D'après la FAA, ils étaient tous à la rangée 8. Vers la fin, elle crie « Je vois des bâtiments, de l'eau, oh mon Dieu !» Madeleine était hôtesse de l'air à Boston depuis 12 ans. Je pense qu'elle aurait reconnu Manhattan. Un homme affirmant être Mark Bingham a téléphoné à sa mère. Il a dit « Maman, c'est Mark Bingham ». Ça vous arrive souvent de préciser votre nom de famille quand vous appelez votre mère? Je voulais juste te dire que je t'aime. Je suis sur un vol Newark-San Francisco. Il y a 3 types à bord qui disent qu'ils prennent le contrôle de l'avion et qu'ils ont une bombe. Je t'appelle du téléphone à bord. Et enfin... Tu me crois, hein, maman? Oui, Marc, je te crois. Qui sont ces types? Il est alors interrompu par un homme parlant à mi-voix dans une langue qui ressemble à de l'anglais. Au bout de 30 secondes de chuchotement, il répète « Je t'appelle du téléphone à bord ». Sa mère lui redemande « Qui sont ces types ?» Après une nouvelle pause, il revient et dit « Tu me crois, hein, maman ?» Puis il se tait et la communication s'arrête. À ce jour, l'appel de Betty Hong à American Airlines est le seul à avoir été rendu public. Mais en réalité, tout ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que ces appels n'ont pas pu être passés. Sur physics911.net, Keith Dewdney a mené sa propre enquête. Au cours d'une expérience intitulée Project Achille, il a emporté des téléphones portables à bord d'un Cessna 172 qu'il a fait monter à 2500 mètres pour mesurer le taux de succès des appels en altitude. Ce taux était de 0,4 à 1200 mètres et de 0,1 à 2500 mètres. À 9700 mètres, altitude de croisière d'un avion de ligne, il a calculé un taux de succès des appels de 0,006, soit moins d'1 centième de chance. Vous ne me croyez pas? Même American Airlines a mis les pieds dans le plat. Le 15 juillet 2004, les passagers d'un vol commercial d'American Airlines ont pu émettre et recevoir des appels sur leur téléphone portable comme s'ils étaient au sol, grâce à une antenne relais installée à bord de l'avion. Ça marche très bien. J'ai appelé le bureau, j'ai appelé ma femme et j'ai appelé un ami à Paris. Ils m'ont bien entendu et moi aussi, je les entendais clairement. Pourquoi avoir dépensé des milliers de dollars pour cette technologie en 2004 alors que les téléphones portables fonctionnaient si bien le 11 septembre 2001? Les appels étaient bidons, ça ne fait aucun doute. Mais comment peut-on imiter la voix de quelqu'un? En 1999, au Nouveau-Mexique, le laboratoire Los Alamos présente un nouveau logiciel de morphing vocal. Il passe un message du général Carl Steiner, ancien commandant en chef des opérations spéciales des États-Unis. « Messieurs, nous vous avons réunis pour vous informer que nous allons renverser le gouvernement américain.
puis de Colin Powell, je suis bien traité par mes ravisseurs. 10 minutes d'enregistrement suffisent à reproduire la voix d'une personne presque en temps réel. Steiner est tellement impressionné qu'il demande une copie. Et les pirates de l'air. Le 14 septembre 2001, le ministère de la Défense donne les noms des 19 prétendus pirates de l'air. Mais le 23 septembre, le site de la BBC révèle que Walid al-Sherri est en vie et se trouve à Casablanca au Maroc. Le journaliste a également retrouvé Abdulaziz Al-Omari, un ingénieur de Saudi Telecom qui a perdu son passeport alors qu'il étudiait à Denver. Dans le même article, le directeur du FBI, Robert Mueller, reconnaît que l'identité de plusieurs pirates reste incertaine. Alors combien de pirates sont finalement vivants? Au moins 9. Wayem al-Sherri est bien vivant. Mohan al-Sherri est en Arabie Saoudite. Khaled al-Mindar est programmateur informatique à la Mecque. Salem al-Azmi travaille dans une usine chimique à Yembo en Arabie Saoudite. Saïd al-Gamdi suit une formation de pilote à Tunis. Ahmed al-Nami est superviseur administratif chez Saudi Airlines. Nous avons déjà parlé de Walid et Abdulaziz. Pour finir, le père de Mohamed Atta affirme avoir eu son fils au téléphone le 12 septembre. Le 20 et le 27 septembre, Mueller a admis sur CNN qu'il n'existait aucune preuve légale de l'identité des terroristes. Du reste, les pirates de l'air n'apparaissent même pas sur l'autopsie officielle du vol 77. Et le paragraphe d'introduction ne mentionne pas leur absence. Mais s'il n'existe aucune preuve que les terroristes étaient membres d'Al-Qaïda, ni même qu'ils étaient à bord des avions, comment justifier le bombardement de l'Afghanistan? Ah oui, c'est vrai. La confession de Ben Laden. Le 14 décembre 2001, le gouvernement diffuse une vidéo d'Oussama Ben Laden revendiquant les attaques du 11 septembre et qui aurait été trouvée dans une maison à Jalalabad en Afghanistan. Mais il y a plusieurs détails gênants. Premièrement, la bande elle-même est de très mauvaise qualité. Et deuxièmement, l'homme qu'on y voit ne ressemble en rien à Ben Laden. D'après le site du FBI, Oussama Ben Laden est gaucher. Pourtant, sur ces images, il écrit une note de la main droite. Par ailleurs, il porte une bague en or, un bijou interdit par la loi islamique et qui n'apparaît jamais dans le portrait du FBI. Comparez maintenant ce film avec 4 photos de Ben Laden. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que les autorités ne pourront pas prouver sans l'ombre d'un doute qu'Al-Qaïda est à l'origine du 11 septembre, les Américains auront toutes les raisons de penser le contraire. Et maintenant, la dernière question. Pourquoi notre gouvernement aurait-il fait une chose pareille? J'espère que vous êtes bien assis. Nous avons d'abord Larry Silverstein, l'homme qui a acheté le World Trade Center en juillet 2001. Après le 11 septembre, il a réclamé 7,2 milliards de dollars aux assurances en considérant chacun des 2 avions comme un acte terroriste distinct. Mais le 6 décembre 2004, les tribunaux ont décidé de ne lui accorder que 2,2 milliards de dollars. Ensuite, nous avons les options de vente achetées sur United Airlines, American Airlines et Boeing. D'après le San Francisco Chronicle, plus de 2,5 millions de dollars n'ont pas encore été réclamés. Et pour ce qui est du 11 septembre, Reuters rapporte que Convar, une société d'informatique allemande, a aidé plusieurs entreprises et des comptables new-yorkais à restaurer les données de plus de 400 disques durs récupérés dans les gravats du World Trade Center. Les informations, provenant de 32 ordinateurs différents, indiquent que des délits d'initiés ont été commis le 11 septembre. D'après Richard Wagner, expert chez Convar, on soupçonne certaines personnes d'avoir été averties de l'heure approximative des crashs aériens, de façon à déplacer des sommes excédant 100 millions de dollars. Elles pensaient que toute trace de ces transactions disparaîtrait une fois l'ordinateur central détruit. Convar a transmis ses conclusions au FBI.
L'agence fédérale est légalement tenue d'enquêter sur l'affaire. Pourtant, rien n'a encore été fait. On continue. D'après Wikipédia, une des plus grosses réserves d'or mondiales était entreposée sous le World Trade Center. En 1993, on estimait qu'il y avait là pour 1 milliard de dollars en or, dont la rumeur attribue la propriété à des intérêts koweïtiens. Quand le World Trade Center a été détruit, la quantité d'or dépassait de loin celle de 1993. L'or a finalement été récupéré dans sa totalité fin 2001. Est-ce si sûr? Le 1er novembre 2001, le site du Times parle d'une grande quantité d'or découverte dans les ruines du World Trade Center. Rudolph Giuliani, le maire de New York, annonce que plus de 230 millions de dollars ont été récupérés à Ground Zero. Mais la COMEX, la bourse des métaux de New York, conservait des lingots d'or pour la Bank of Nova Scotia, la Chase Manhattan, la Bank of New York et Hong Kong and Shanghai Banking, en tout 950 millions de dollars. Et ce n'est qu'une seule société. La rumeur dit qu'il y avait plus de 160 milliards de dollars en or stockés dans le World Trade Center. Mais où est passé tout cet or? Vous vous souvenez de l'or découvert en novembre 2001? D'après Reuters, il était à l'arrière d'un camion à 10 roues, abandonné avec plusieurs voitures, dans un tunnel de livraison sous le World Trade Center 5. On n'a retrouvé aucun corps. Quand les ouvriers ont commencé à s'approcher de l'or, les autorités ont restreint l'accès à Ground Zero sous la surveillance du FBI et du service secret. Un ouvrier éloigné du tunnel a déclaré aux journalistes « Si j'avais essayé de descendre là-dedans, il m'aurait abattu ». Les conducteurs d'engins et les autres ouvriers travaillaient sous la surveillance d'une bonne centaine de policiers armés. Récapitulons. L'or du World Trade Center 4 a donc été retrouvé sous le World Trade Center 5, dans un fourgon vide avec une escorte de voitures vides. On peut raisonnablement penser qu'ils fuyaient la tour sud. Reste à savoir comment ils ont deviné qu'il fallait fuir la réserve alors que les pompiers eux-mêmes n'avaient pas prévu l'effondrement de la tour sud. 167 milliards de dollars en or, 200 millions ont été retrouvés. Et ça, c'est juste l'argent. Depuis les attaques, le président Bush s'est arrogé le droit de faire et dire ce qu'il veut, toujours sous le prétexte du 11 septembre. Le Patriot Act, le Homeland Security, l'Afghanistan, l'Irak. Il est temps pour l'Amérique d'admettre la vérité sur le 11 septembre. C'est un mensonge qui a tué des milliers de gens, puis des centaines de milliers d'autres, pour rapporter des milliards et des milliards de dollars. Et maintenant vous êtes en colère? Vous devriez. Tous ceux qui ont tenté de découvrir la vérité sur le 11 septembre ont été ridiculisés et dénigrés par l'État et les médias pour avoir ne serait-ce qu'osé remettre en question l'histoire officielle. Jimmy Walter a investi près de 2 millions de dollars dans une campagne de choc visant à convaincre les New-Yorkais et les autres que le 11 septembre était une blessure auto-infligée. Jimmy, pourquoi faites-vous ça? Je suis un patriote. J'essaie de défendre ce pays contre les véritables terroristes, ceux qui l'ont abîmé et transformé. Les questions que je pose sont celles que posent aussi les veuves et les orphelins, les parents et les amis des victimes du 11 septembre. Ni la commission du 11 septembre, ni aucune enquête sérieuse sur ces massacres n'ont apporté les réponses que réclament 66% des New-Yorkais. Je repose la question. Que nous cache-t-on ? Et pourquoi? Que faut-il faire pour que les gens de ce pays réagissent enfin? L'Amérique a été détournée, pas par Al-Qaïda, pas par Osama Ben Laden, mais par un groupe de tyrans prêts à tout pour maintenir ce pays à leur merci. Alors qu'allons-nous faire? Tout ce qu'on peut. Communiquez ces informations à vos amis, à votre famille, à des inconnus. Faites des projections, des conférences. Débrouillez-vous pour faire passer le mot. Ça ne tient qu'à vous. Posez des questions. Exigez des réponses.